Donc, on y va, s'il vous plaît. La maïeutique de Socrate, au fait, c'est quoi? Oui. La maïeutique de Socrate, c'est l'art d'attoucher les esprits et de découvrir ce qu'on porte en intérieur. C'est le fait de savoir nos caractères, nos opinions et notre personnalité. C'est la mise en question à propos de nous-mêmes pour trouver les vérités. Alors, tout d'abord, en tant qu'universitaire, nous allons commencer par dire que la maïeutique de Socrate est une théorie philosophique. C'est très important de commencer par ceci. Est-ce qu'il s'agit d'une théorie? Est-ce qu'il s'agit d'une école? Est-ce qu'il s'agit d'une méthode? C'est une théorie. C'est une théorie scientifique, sociologique, c'est une théorie philosophique. Donc, il s'agit d'une théorie philosophique. D'accord? Quelle est la différence entre la théorie et l'idée? L'avis, l'opinion. Alors. Oui? La théorie est appuyée par des arguments, des expériences. Très bien. La théorie est basée sur l'expérimentation. Ça veut dire que ma théorie inductive ou bien déductive part toujours, soit elle part d'expérience, soit c'est le résultat d'expérience. Est-ce que c'est clair? Je vous explique. Alors, je vous donne des arguments par rapport à quelque chose. Et je vous dis que voilà, pour pouvoir réussir dans la vie, il faudrait croire en soi-même. Et je développe, d'accord? Donc, pour pouvoir réussir dans la vie, il va falloir croire en soi-même, il va falloir faire beaucoup d'efforts, de relever des défis, etc. Alors, il y a ce discours. Premier discours. Deuxième discours. En relevant les défis, en ayant confiance en nous-mêmes, nous allons pouvoir réussir dans la vie. Au fait, c'est la même chose. Mais on s'y est pris de deux manières complètement différentes. La théorie déductive vient de la déduction. J'en déduis que. D'accord? Ça veut dire que je pars de faits, je pars de détails pour en arriver à une théorie, à un résultat. La théorie inductive, par contre, elle est basée sur quoi? Je pars de la théorie, ça veut dire que je commence par la théorie et je commence à donner une argumentation. Est-ce que vous avez compris? C'est clair pour tout le monde? Donc, et dans les deux cas de figure, nous avons une expérimentation, nous avons des faits palpables. C'est la raison qui nous laisse croire qu'ici, il s'agit d'une théorie. C'est clair? Alors, pour la prochaine fois, juste pour que vous soyez un petit peu fixés, pour la prochaine fois, s'il vous plaît, vous notez une petite recherche. La différence qui existe, bien les points de divergence entre l'école, la théorie et l'idée. École, théorie, idée. C'est bon? Alors, par rapport à n'importe quelle thématique, que vous allez rencontrer lors de vos études universitaires, vous êtes censé toujours répondre à certaines questions. Première question, quoi? Vous notez. Quoi? Qui? Pourquoi? Comment? Où? Et quand?
quand, comment et où. Alors, qui, quoi, pourquoi, comment, où et quand. Donc, la maïeutique, qui? C'est Socrate, qui est le fondateur de la maïeutique. Quoi? Qu'est-ce que la maïeutique? C'est une théorie philosophique. Très bien. Pourquoi? Alors, s'il vous plaît, l'intellectuel, le philosophe, le chercheur de manière générale, sont des personnes qui partent de faits concrets dans la vie de tous les jours. Ils partent de faits concrets, petits, ils partent des détails pour réfléchir d'une manière abstraite. C'est ce qu'on appelle le degré d'abstraction. Ton degré d'abstraction, c'est ce qui fait ton niveau intellectuel. Ton degré d'abstraction. Qu'est-ce que le degré d'abstraction? C'est ta capacité à partir du petit, partir du détail, partir du concret vers le général, le global, l'humain, etc., vers l'abstrait. Est-ce que c'est clair? Je vous donne un exemple. Tu es en train de marcher dans la rue tranquillement, soudain tu te fais aborder par un mendiant. Un mendiant. Une personne qui demande l'aumône. D'accord? Donc du coup, elle te dit, voilà, du moment que tu as tes courses sur toi, tu viens d'acheter des choses, hein, tu les as dans un sac que tu es en train de transporter, elle te dit, voilà, l'état de l'argent, donne-moi, moi j'ai rien. D'accord? Ça c'est un petit fait. Alors, les gens, la masse, elle ne va pas trop s'arrêter sur la chose. Elle va se dire, mais quelle audace! Mais l'intellectuel, le philosophe, une personne qui a un niveau très élevé d'abstraction, elle va penser à quoi? Elle va penser à quoi? Elle va penser à la justice sociale, équité. D'accord? Elle va penser, elle va se dire, attends, personne n'est responsable de là où il est né, personne n'est responsable des conditions dans lesquelles il est né. J'aurais pu très bien être à sa place. Elle va partir dans des réflexions très profondes et très poussées par rapport à ceci. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une personne naît au Sénégal et qu'une personne naisse, par exemple, à Las Vegas? Pourquoi? Qui est-ce qui décide? Quels sont les critères qui entrent en considération? D'accord? Ça, c'est le degré d'abstraction. Comment je pars du détail vers une pensée plus générale, plus philosophique. D'accord? On va commencer à se demander qui nous sommes, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, est-ce qu'il y a une logique, est-ce que ce n'est pas un petit peu surréaliste, est-ce que c'est pas, on peut même partir très très loin, hein, par rapport à la théorie du chaos. Hein? Ça, c'est une théorie qui est assez intéressante, on l'abordera un jour. C'est bon? Donc, qui? Socrate. Quoi? La maïeutique. Qu'est-ce que la maïeutique? C'est une théorie philosophique qui part de quel principe? Oui. La maïeutique, c'est généralement sont des techniques visant à permettre à une personne une mise au mot de ce qu'elle a vraiment du mal à exprimer. Oui. D'accord. On vient de dire que la maïeutique, c'est une théorie philosophique, d'accord, et son père, c'est Socrate. Alors, quelle est l'histoire de la maïeutique? C'est
L'histoire. Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Socrate, c'est un être humain. Alors, s'il vous plaît, il faut toujours éviter de sacraliser les gens. Socrate était un être humain. Il avait cette tendance à réfléchir. Il avait tendance à réfléchir. C'est une personne qui réfléchissait. C'est une personne qui était dotée d'un niveau d'abstraction qui était très élevé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Du moment que c'est un être humain, il comprend au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Donc, sa mère était sage-femme. La mère de Socrate était sage-femme. Est-ce que je veux dire sage-femme? Oui. Très bien. Alors, c'était une sage-femme, et puis Socrate, son fils, la regardait faire. Donc, il y a une dame qui vient avec un ventre très rond, puis il y a un bébé à l'intérieur. Personne ne voit le bébé, mais le bébé existe. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. D'accord? Et puis, cette femme, elle a ce bébé à l'intérieur d'elle. Il va falloir que quelqu'un l'aide à accoucher. Donc, il a vu sa mère faire. Il a vu sa mère accoucher ou bien aider les femmes à accoucher. Et il s'est dit, tiens, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça se passe. Tiens, au fait, ce bébé qui vient de sortir, il était à l'intérieur, n'est-ce pas? On ne le voyait pas, il était là. La preuve, c'est qu'il est sorti. Ça veut dire que nous possédons en nous des choses que l'on n'arrive pas à définir, n'est-ce pas? Et puis, il va nous falloir l'aide de quelqu'un. Il va falloir que quelqu'un croit déjà en l'existence de cette chose à l'intérieur de nous et qui nous aide à la faire sortir, des fois même dans la douleur. Mais par la suite, la joie des retrouvailles, bien la joie de la découverte est sans limite. Alors, il est parti de ce principe pour croire, pour commencer déjà à creuser par rapport à une idée comme quoi tout ce que nous cherchons à l'extérieur, au fait, se trouve à l'intérieur de nous. Le bonheur se trouve à l'intérieur de nous. La vérité se trouve à l'intérieur de nous. La guérison se trouve à l'intérieur de nous. Toutes les choses que nous avons tendance à chercher à l'extérieur de nous, au fait, elles sont à l'intérieur, elles sont en nous. Il faut juste que quelqu'un nous aide à les faire sortir. Il faudrait déjà que ce quelqu'un croit, la croyance, qu'il existe quelque chose à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est clair? Il doit croire que, voilà, il y a quelque chose à accoucher. Et il doit t'aider à accoucher. Ça veut dire que quelque part, toutes les questions que l'on se pose, nous avons déjà la réponse en nous. Il faut juste se concentrer pour que la réponse puisse sortir au beau jour. C'est bon? Vous avez compris? La vérité. On a tendance à chercher la vérité à l'extérieur de nous. Or, la vérité, elle est en nous. Le bonheur est en nous. Ça explique un petit peu certaines choses. C'est une théorie qui tient la route quand même. L'être humain n'arrête pas de chercher le bonheur à l'extérieur. Et il se dit, ah tiens, ceci va me rendre heureux. Il travaille très dur pour atteindre cet objectif. Et quand il atteint cet objectif, qu'est-ce qui se passe? Il est content pendant un certain laps de temps, puis par la suite, il met l'objet de sa quête, qu'il a fini par acquérir, il le met dans ce que j'appelle personnellement le panier des évidences. Ça devient une évidence. Si je vous dis le bac, combien vous avez travaillé pour avoir votre diplôme de baccalauréat? Beaucoup. Et vous étiez content quand vous l'avez eu, n'est-ce pas? Vous êtes toujours aussi content? Non. C'est rien, mais là-bas. Tu te dis c'est rien, exactement. C'est rien.
je viens à peine de commencer. D'accord? Et regardez un petit peu, voyez un petit peu comment ça se passe chez l'être humain. Tu es prêt à tout sacrifier pour atteindre un objectif et tu te dis c'est ça. Puis le jour où tu es là, tu es content pendant un certain temps, puis tu le mets dans le panier des évidences, ça devient une évidence, ça va de soi. À la limite, ça commence à perdre même de sa valeur. Tu te dis, c'est rien. C'est rien par rapport aux choses que j'ai décidé d'acquérir là maintenant et pour lesquelles je vais travailler là maintenant. Ça va être la même chose quand vous allez décrocher votre diplôme de licence. Vous vous dites la licence, waouh! Ça va se passer de la même manière. Le master, waouh! Doctorat, waouh! D'accord? Je vais me marier, waouh! Je vais avoir des enfants, waouh! Une maison, waouh! Une voiture, waouh! Puis finalement, les waouh sont des waouh provisoires. D'accord? Et l'être humain n'arrête pas de faire ceci jusqu'au jour où il meurt. Il n'arrête pas, il est en quête perpétuelle. C'est ça qui va me rendre heureux. Non, c'est ça qui va me rendre heureux. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et il est dans cette quête inexplicable. D'accord? Parce qu'il est quelque part poussé par un besoin qu'il n'arrive pas à comprendre. Le besoin de chercher à l'extérieur. Or, Socrate vient nous dire que non, au fait, tu es capable de trouver tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Il faut juste que quelqu'un t'aide à accoucher. Alors, il y a longtemps au niveau des pays occidentaux, et il n'y a pas très longtemps au niveau de nos pays, les pays en voie de développement, il y avait toujours cette distinction entre ce qui est scientifique et ce qui est littéraire. Ça existe encore. J'ai un baccalauréat scientifique. Toi, tu es un littéraire. Ça existe encore. Bref, alors, vous savez, au niveau des entreprises actuellement, actuellement, hein, ça a commencé il y a très longtemps au niveau de certains pays, mais chez nous, ça commence à peine. Alors, nous avons cette nouvelle tendance qui se manifeste dans les formations continues. Les entreprises commencent à former leur personnel. Pourquoi? Parce qu'ils en sont arrivés au point de comprendre que les gens qui travaillent ne sont pas des robots, que ce sont des êtres humains, et qu'au fur et à mesure que l'on travaille sur leur niveau intellectuel, sur leurs skills, sur leurs connaissances, etc., ça va avoir un impact très positif sur leur rentabilité. D'accord? Donc, au fur et à mesure que je te forme, tu m'aides à gagner encore plus, parce que tu vas travailler d'une manière qui est plus efficace. Alors, il y a des formations qui sont très demandées, et entre autres, la formation vient des formations en relation avec le coaching. Vous avez déjà entendu parler du coaching? D'accord? C'est très coté. Les formateurs, ils sont payés à des sommes vertigineuses. D'accord? Et au fait, le coaching, comme théorie, vient de la maïeutique de Socrate. Donc, les entreprises travaillent avec une théorie philosophique. C'est clair? Qu'est-ce que le coaching? Coacher une personne, c'est l'accompagner afin de faire sortir le meilleur d'elle-même. Ou bien la peine, le malheur. Je fais sortir le meilleur de toi-même. Je te regarde et je te dis, écoute, tu vas y arriver. Tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réussir.
Je te regarde droit dans les yeux, tu vas y arriver, vas-y. Est-ce que je vais faire le travail à ta place? Non, mais je vais t'accompagner en vue de la réalisation de tes objectifs à toi, ou bien des objectifs de l'entreprise. C'est clair? Donc, le coaching, comme théorie, bien comme technique managériale, est basé sur la philosophie. Donc, salut Socrate. Donc, littéraire, scientifique, ce sont des limites qui n'existent plus. C'est fini. Le scientifique, le littéraire, le sociologique, le philosophique, le technique, tout se rejoint. D'accord? Et les meilleures des formations sont des formations où on arrive à trouver des passerelles, où on arrive à créer des passerelles entre les disciplines. J'avais à un certain moment une étudiante qui avait un master en droit, d'accord, et qui avait décidé d'entreprendre des études en hôtellerie. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mademoiselle, mais pourquoi hôtellerie et droit? Elle m'a dit, madame, je me suis rendu compte, en faisant mes études de droit, qu'il n'y avait pas de droit hôtelier. Je voudrais être une avocate auprès des structures hôtelières. Et c'est un métier qui n'existait pas. Est-ce que c'est clair? Une avocate spécialisée en droit hôtelier. Ça veut dire tous les problèmes qui peuvent surgir au sein d'un hôtel, d'une structure hôtelière. D'accord? Que ce soit avec les clients, que ce soit avec le personnel, c'est le tout. D'accord? Donc, quelque part, elle a créé une passerelle. Et dans la vie, il faudrait me croire par rapport à cela. Si vous voulez exceller, il faudrait se distinguer. Il ne faudrait pas faire comme tout le monde. Il faut être spécial. Déjà que tu es spécial. Tu as une empreinte différente. D'accord? Donc, chacun de nous est spécial. Il faut juste essayer de trouver en quoi tu es bon et de le travailler. Et d'essayer de concocter des petites formations qui vont vous permettre d'être des experts uniques et des pionniers dans un domaine quelconque. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Des questions? Alors justement, par rapport au coaching, c'est bien beau la maïeutique, le coaching, etc. Mais je crois foncièrement que le meilleur des coachings, c'est l'auto-coaching. Vous savez ce que veut dire l'auto-coaching? C'est toi-même. Parce que je suis coach. Je vais venir te poser des questions. Je vais te dire, raconte-moi un petit peu ta vie. Ou bien je vais commencer à te poser des questions un petit peu pointues par rapport à des informations qui sont susceptibles de m'intéresser par rapport à mon étude, l'étude de ta personnalité. Mais est-ce que je te connais très bien? Qui te connaît le plus? Toi-même. Il n'y a pas d'autre personne qui est capable de te connaître mieux que toi-même. Tu as une histoire avec toi-même. C'est toute une histoire, c'est toute une vie. Tu étais là avec toi-même. Voyez un petit peu ça. Tu étais là avec toi-même quand tu tombais, quand tu te relevais, quand tu doutais, quand tu pleurais tout seul dans la salle de bain et que personne ne te regardait. D'accord? Tu étais là avec toi-même dans tes espérances, gâchées ou pas. D'accord? Dans la réalisation de tes rêves les plus fous, tu étais là avec toi-même. Dans des situations d'échec, de douleur atroce, tu étais là avec toi-même. Donc, les gens, je veux bien être sociable, être en relation avec les gens, c'est bien beau tout ça.
Mais l'investissement, le réel investissement, c'est un investissement en toi-même. Ce n'est pas une forme d'égoïsme. C'est une forme de développement personnel. C'est clair? Des fois, tu regardes une personne et tu te dis, mais d'où est-ce qu'elle puise cette force énorme? Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'elle se coach. Ce sont des choses que les autres, bien, auxquelles les autres n'assistent pas. C'est clair? Il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de public. C'est toi avec toi-même. Vous ne voyez que l'extérieur. Et vous ne voyez pas le travail qui est fait avant de sortir, avant de confronter des petits moments de doute, des conversations que l'on a avec soi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Et si je me trompe? Et si j'échoue? Et des questions-réponses. Et puis quand tu termines cette conversation avec toi-même, de préférence devant un miroir, c'est une technique qui est très cotée, on commence à l'encourager de plus en plus, les coachs commencent à l'encourager, c'est de te mettre devant un miroir, de te regarder droit dans les yeux et d'avoir une conversation avec toi-même. Non, t'es pas fou, c'est très simple. Personne ne te regarde, c'est toi qui regardes toi-même. Tu te regardes, tu regardes tes yeux. Tu prends déjà la peine de regarder ton visage. Pas parce que tu vas sortir et que les gens vont te regarder, non. Tu regardes ton visage parce que tu fais connaissance avec toi-même. Tu fais connaissance avec tes changements, les changements qui s'opèrent au niveau de ton visage. Tu te regardes, tu te rappelles de tout ton historique. Tu as le problème, hein, tu l'étales. Entre toi et toi-même, tu étales le problème. D'accord? Et puis, tu vas le résoudre avec toi-même. Et tu vas trouver les solutions avec toi-même. Et tu vas en finir avec toi-même, tu vas sortir de ta salle de bain pour confronter le monde. Alors que tu as pris tes décisions, tu as compris ce qu'il y avait à comprendre. C'est clair? Là, l'amitié, par exemple, les relations amoureuses, les relations interpersonnelles de manière générale, elles sont importantes. Mais le travail est fait. Le travail, la plus grosse partie du travail est déjà faite. Et un petit travail continu est fait d'une manière régulière. C'est clair? C'est clair? Ça, c'est la connaissance de soi. Et tu ne peux pas entrer en communication avec les autres si tu n'as pas fait le travail avec toi-même. Et c'est un travail qui est pénible. C'est pénible. C'est dur. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir de commencer à creuser par rapport à tes frustrations, par rapport à ton enfance, par rapport à ton adolescence, par rapport à ta jeunesse. Pourquoi, comment? C'est vraiment, c'est pénible. C'est une espèce de gestation. Vous savez, pour les femmes qui ont été enceintes, c'est une espèce de gestation. D'accord? Mahad. C'est dur, c'est douloureux, c'est pénible. Tu as envie d'avoir l'enfant. Tu n'as pas envie de souffrir. D'accord? Mais pour avoir l'enfant, il va falloir souffrir. Pour qu'il y ait cette naissance, cet accouchement de ton véritable moi, il va falloir entrer en gestation et subir, bien vivre un processus de délivrance fait dans la douleur et le dérangement. D'accord? Ce qu'on appelle la crise existentielle. Vous avez vécu votre crise existentielle ou pas encore? Vous l'avez vécu? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Les questions. Hein? Parce que ça vient hein, tôt ou tard. Et s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bonheur. Et s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de récompense. Et s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Et s'il n'y a pas de travail sur soi-même, il n'y a pas d'épanouissement. C'est clair? Tu vas être une personne fade, superficielle, cassable. Vous voyez
les box, les caisses avec fragile, attention, fragile, hein, on colle dessus, un truc comme ça. Ben, c'est un petit peu les gens qui ne travaillent pas sur eux-mêmes. Attention, ils sont fragiles, cassables. Mais quand tu travailles sur toi-même, tu deviens pas incassable, tu deviens flexible. Flexible. On ne peut pas casser ce qui est flexible. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte, il se régénère. C'est clair? La bonne humeur se décide. L'optimisme se décide. La motivation se décide. C'est une décision. D'accord? Le sourire se décide. Le défi dans le regard se décide. D'accord? Puis le défi genre, il va m'arriver ceci, j'ai peur que, je ne sais pas moi, quelque chose X m'arrive, d'accord? Et si ça m'arrive? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Par exemple, dans une relation amoureuse, hein, généralement pour les jeunes, c'est la fin du monde. Ouais, on va se quitter. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arrêter peut-être de respirer. Ah, je vais arrêter peut-être de manger. Je vais arrêter peut-être de m'intéresser au shopping. Rien ne mérite. C'est pas la fin du monde. Non, dis-toi juste. Oui, ça va se passer. Ça, c'est mon pire cauchemar. Ça va arriver. Vous savez, quand vous vous dites vous êtes là en train de rigoler. Quand tu te dis quoi? Qu'est-ce qui va se passer au pire des cas? Je vais continuer à vivre. On ne va pas mourir. Voilà. Point à la ligne. Donc finalement, tout passe. Et alors? So what? Comme diraient les Américains. So what? D'accord? Il faut arrêter de dramatiser. La vie n'est pas dramatique, rien n'est dramatique. Ça dépend de comment toi, tu vois les choses. Et de comment, je le répéterai encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit ancré au niveau de votre esprit. Il faudrait toujours croire que le meilleur est capable de sortir du pire. D'accord? Le meilleur est capable de sortir du pire. Ça veut dire la pire des choses qui peut t'arriver. Tu es capable d'en faire sortir la meilleure des choses. Que peut-être tu n'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu ce pire. C'est clair? Donc, vous avez des questions? Oui? Non mais attends, déjà par rapport à l'amour, je t'explique une chose. Par rapport à l'amour, hein. L'amour, c'est une projection de ce que nous n'avons pas. Je projette ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas, je le projette sur l'autre. À tort ou à raison. C'est clair? Je vais tomber amoureuse, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me fascine. D'accord? Et la fascination est fille de l'ignorance. Je ne sais pas, je n'ai pas, donc je suis fascinée. D'accord? Le waouh, tu es comme ça en waouh devant une personne quand tu es fasciné par la personne, quand tu te dis la personne elle est vraiment mieux que moi.
Et dans le processus au niveau de ton cerveau, mon Dieu, le romantisme, je vais le tuer. Je suis sur le point de tuer le romantisme. Le fait est que cette paresse, la paresse que tu as, bien que tu ressens, bien dans laquelle tu patauges, par rapport au fait d'acquérir ce que tu n'as pas. Je suis waouh devant une personne parce qu'elle a des choses que je n'ai pas. Et si tu travaillais pour les avoir, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus être waouh déjà par rapport à la personne. Elle ne va plus être waouh. D'accord? Parce qu'il y a une espèce de cristallisation. Waouh, comment la personne bouge, comment elle parle, comment les cheveux, la tête, la posture, truc, machin. D'accord? Travaille sur ta posture. Toi. Et tu vas voir. Travaille sur toi-même. Essaye essaye d'être inspiré. Si on était inspiré, si on s'engageait dans ce processus d'inspiration, je suis inspirée par les gens qui me plaisent. Ah, tu me plais, mais je ne suis pas très waouh. Tu me plais parce que j'ai envie de prendre des choses de toi. D'accord? Je vais m'inspirer. Tu m'impressionnes parce que tu as un doctorat. Je vais préparer le mien. D'accord? Tu vas être docteur et moi aussi je vais être docteur. Et où est le waouh? Et on va être à titre d'égalité, toi et moi. Il ne va plus y avoir de waouh. D'accord? À mon sens, les relations très saines ne sont pas des relations de waouh. Ce sont des relations d'équité. D'accord? Voilà. Je n'estime pas que tu es mieux que moi. Il y a des choses qui me plaisent en toi. D'accord? Que je n'ai pas nécessairement envie d'acquérir. C'est-à-dire que je ne cherche pas à te voler des choses. Et je ne suis pas fascinée par ce que je n'ai pas. Je ne suis pas dans la cristallisation. La cristallisation, ça généralement c'est très mauvais. Parce que par la suite, tu finis par être déçu. Quand tu te rends compte que la personne que tu cristallises est un être humain. C'est un être humain. Avec des défauts, avec des torts. Mais quand tu aimes une personne, même en connaissant ses défauts, tu vois les défauts. Je vois tes défauts. J'ai des sentiments pour toi avec tes défauts, avec tout le tralala. Je sais, je connais tes vices. Je connais tes défauts. D'accord? Je sais ce que tu as fait. Je connais tous comment dirais-je? Je connais ta face cachée. Je la connais. Celle que personne ne connaît. Je la connais. Et je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte, je fais avec, et pourtant j'ai une affection par rapport à toi. D'accord? Mais quand tu es engagé dans le waouh, la personne est magnifique, parfaite. Il suffit qu'il se passe un tout petit truc, que tu assistes à une toute petite scène pour que le mythe s'effondre. C'est clair? Le parfait existe seulement dans le paradis. Le parfait existe seulement dans le paradis? Peut-être. Peut-être. Mais on ne sait pas. Hein? Bon, il faut déjà y aller. Parce que d'après ce que je sais, il y a paradis et paradis. Il y a des degrés. Donc, la perfection, elle est... Bref, c'est bon? Des questions? Oui?